Here we go! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette FAQ 3e partie. Je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées, j'en ai plein et nous allons essayer dans cette partie-ci de répondre à plein de questions. Mais avant tout, je voudrais remercier, parce que je l'avais pas fait on va dire officiellement, Punky Boy qui le 25 décembre avait publié une vidéo top 6 des émissions YouTube pas connues mais qui déboîtent et j'étais dedans et suite à cela j'ai eu à peu près 200 personnes qui sont venues tout de suite sur ma chaîne, donc pour moi c'était assez impressionnant. Bien sûr c'est ridicule par rapport à d'autres youtubeurs, mais moi j'étais très content et ça a pu faire directement passer de 350 abonnés à presque 620 en l'espace de 1 ou 2 jours, donc j'étais vraiment très content et donc je te remercie de me suivre et d'avoir parlé de moi dans ta vidéo. Sur ce, je ne vais pas plus attendre, je vais tout de suite commencer la foire aux questions. Alors, pour commencer, première question, une question de SilverLeak3 qui me pose une question depuis YouTube. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans, alors je ne sais pas du tout quel âge tu donnerais à ma voix, mais c'est que je la module, tout simplement. Je ne parle pas d'un ton monocorde, je suis pas en train de dire que je modifie ma voix virtuellement avec un logiciel et tout ça, mais non, j'ai un autre ton parce que je trouve que c'est plus amusant, surtout que visuellement vous n'avez pas des trucs qui arrachent la rétine, donc au moins il faut que la voix soit agréable et soit intéressante, qu'elle accroche voilà l'internaute, donc c'est pour ça aussi que je parle un peu d'une façon pas du tout posée, c'est un peu ça. Alors ce qui est bien c'est que j'ai passé normalement l'âge, notre voix change et je peux encore aller dans les aigus, donc ça c'est super je trouve. Ensuite une deuxième question, une question de Bruno Boguero ou Bogero, ça dépend. As-tu déjà vu de l'animation japonaise? Sans blague, franchement, non. Enfin, c'est tellement évident. Enfin, ceux qui n'ont pas vu de l'animation japonaise à notre époque, ben c'est que franchement, ils vivent dans une grotte. Hein. Si oui, qu'en penses-tu et comptes-tu en critiquer? C'est prévu dans un truc spécial que je n'ai pas le droit de vous dire encore ce que c'est, mais j'ai prévu d'en parler de façon spécifique. Donc j'ai pas vu des ultra classiques. Par exemple, j'ai pas vu la série des Death Note. Je dis ça, c'est purement au hasard. Hein. J'aurais pu dire, j'ai pas vu Dragon Ball Z, j'ai pas vu Goldorak, j'ai pas vu voilà des trucs comme ça. Oui, j'ai quand même vu pas mal de films japonais et d'animation japonaise en général. Bon, les séries, moi, c'est pas mon truc, donc animation japonaise, je mets un peu de temps à être au courant des choses et à regarder le tout. Là, récemment, j'étais tombé sur une série pendant mon stage qui était vraiment pas mal. C'était Hunter x Hunter. Moi, j'avais vachement accroché. Donc voilà, il y a des nouvelles choses aussi qui apparaissent et qui sont bien intéressantes. Oui, non, en général, j'aime assez. C'est vraiment très différent, bien sûr, de Disney, d'une façon occidentale de faire de l'animation et surtout pour le public, parce que franchement, les Japonais, des fois, ils y vont fort. C'est là qu'on voit que les Japonais, ils ont quelque chose d'un peu plus mature, qui se destine pas seulement à des petits bambins. On peut pas montrer Akira à des petits garçons ou des petites filles, quoi. C'est pas pour les enfants, Akira. Voilà, c'est déjà pour un public un peu plus adulte. Ouais, enfin c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Quelle question? Ça reste, de toute façon, puisque les Japonais, leur industrie cinématographique là, est complètement morte. Faut bien dire, mis à part quelques auteurs et on va dire Kitano et peut-être un ou deux encore grands noms, tout le reste c'est mort. On est très loin des grands maîtres Naruse, Mizoguchi et Kurosawa. Alors là, c'est terminé tout ça. Hein. Les époques des grands studios japonais. Donc, à la place, tous les thématiques d'adultes, les thématiques de société, de la marginalité et tout le bazar, ça passe par l'animation. Je trouve les films, on n'en entend pas vraiment parler. Alors, sûrement, il y a de la production. Je suis pas en train de dire que c'est mort, totalement mort, mais ce n'est pas aussi voyant, en tout cas au niveau international, que ça l'était à une époque. Je pense que j'en parlerai après Disney parce que là, Disney me prend pas mal de temps et je sature un petit peu là. Surtout quand on va rentrer dans la stade intéressant. Donc, oui, mais j'en parlerai de toute façon de l'animation japonaise d'une façon voilà un peu spéciale. Je vous tease le machin. Non, mais c'est en quelque sorte, oui. Oui, j'en parlerai ouais, je trouve que c'est vraiment de la très bonne animation, voire même peut-être un peu supérieure parce qu'elle se destine
pas seulement aux enfants, elle se destine aussi aux adultes, alors que Disney, c'est quand même très orienté pour un jeune public. Nous continuons avec une question du singe psychotique qui m'a posé une question. Penses-tu que ce projet de 4e film de Jurassic Park est une bonne idée? Quelles sont tes attentes en tant que spectateur pour ce nouvel épisode de cette franchise? Alors j'en ai déjà parlé, ça m'intéresse pas du tout parce que je trouve que le soufflet est retombé, non mais c'est ça, plus personne ne s'intéresse aux dinosaures, en tout cas ce n'est absolument pas comparable à l'engouement dans les années 90 qui était démentiel. Moi, je me rappelle, j'avais des tonnes de bouquins de dinosaures, hein. Ce sera que pour les nostalgiques, et encore c'est même pas Spielberg qui va le réaliser, c'est un Tartampion. Je sais même pas qui va réaliser ce film. Enfin franchement, j'ai du mal à voir ce qui pourrait être intéressant, ce qu'ils peuvent en faire. L'attente, franchement je sais pas comment ils vont faire. Je suis dans l'expectative, voilà, donc j'attends les premières images, j'espère qu'ils vont pas se foirer. Ce sera sûrement un projet qui coûtera cher, donc voilà, vaut mieux pas se foirer, vaut mieux faire un truc bien propre, bien correct. Ce sera fait pour faire du pognon, donc voilà. Bon, ce sera la suite de trop. J'espère avoir répondu à ta question. J'ai pas beaucoup d'infos, donc moi je peux pas dire grand chose, hein. Vraiment, il faut attendre les premiers trucs, c'est souvent comme ça. On peut spéculer à mort et au final on est très très surpris et dans le bon sens, ou pas du tout. En tout cas, je te remercie pour ta question. Ensuite, des questions de Clemsbaum. Es-tu plutôt VF ou VO et pour quelle raison? J'ai tendance à être VF. Après j'ai vu des films en VO en premier, hein, mais par exemple j'ai détesté la VF de Bane quand je l'ai regardé par la suite parce que j'étais allé le voir en VO. Dès que j'ai vu la VF de Bane, bien sûr de The Dark Knight Rises, hein, en bande-annonce, je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Voilà, j'étais super déçu. Par contre j'avais beaucoup aimé la VF du Joker dans The Dark Knight. Je prends ces films de Nolan, mais généralement je suis plus pour une découverte du film en VF et après pour un revisionnage en VO. Après, il y a beaucoup de nostalgie dans beaucoup de films que j'ai vus, donc c'est un peu difficile de s'en détacher. On a quand même de la chance en France d'avoir un paquet de doublages, parce que dans ce cas-là, on double pour la famille entière. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu de VO, il y a beaucoup de générations qui n'ont pas connu de VO. Je vais pas parler de personnes de ma famille, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de parents, regarder en VO, ça peut être très très laborieux s'ils ne sont pas habitués à lire des sous-titres pour des fois des durées de film assez longues. Bien sûr, nous sommes habitués, ça nous pose pas de problème et on voit ça, la VF en horreur, mais il y a aussi beaucoup de générations qui ont connu que de la VF et tout d'un coup on arrive avec la VO, la mondialisation, DVD, tout ça. C'est peut-être pas ce qui va les séduire en premier, hein. Et puis les jeunes. Pourquoi les jeunes seraient cantonnés qu'à des films français? On va faire des films américains en VF, les tout petits, je veux dire, les tout petits, hein. Moi je remercie les compagnies françaises de doublage d'avoir doublé des films comme Matrix, des films comme Jurassic Park, etc. La Momie aussi, j'étais allé le voir au cinéma, c'était terrible, la Momie. Aussi bien effrayant que génial. Et c'était en français. Moi je veux pas attendre d'avoir 16, 17, 20 ans pour avoir un film en anglais au cinéma. Genre voilà, on a de la chance d'avoir quand même une VF qui est correcte. Après bien sûr ça varie en fonction des studios qui font le doublage et des gens aussi qui font le doublage. Il y a quand même des acteurs qui font quand même un sacré bon doublage. Après techniquement ça dépend des studios qui s'en occupent pour tel ou tel film. Il faut penser aussi aux générations, pas qu'à nous, à notre petite génération là, les espèces de renfermés là. Je pense à quelqu'un là précisément, mais on a la chance en français, parce que allez voir les doublages qu'ils font dans les pays de l'Est. Allez voir ça, il y en a sur YouTube, hein. Vous allez pleurer, hein, parce que c'est une voix monocorde neutre qui se met juste au-dessus de la VO. Donc franchement, en France, on est bien logé, hein. Je préfère pour un premier visionnage quand même une VF. Après, je revois pour de l'analyse ou juste pour le plaisir, si j'ai l'occasion, en VO. Après, voilà, encore une fois, nostalgie, tout le bazar. Et puis bon, vociférer, insulter presque les gens qui font de la VF et tout ça, et donc finalement les studios techniques qui s'en occupent. Pour quelqu'un qui va être après dans la post-production, je trouve que c'est un peu con, quoi. Non, je me ferme pas à ces éventualités, bon, même si c'est que du son, et moi je suis pas forcément un monteur son, quelqu'un qui veut travailler dans le son, mais voilà, il faut aussi penser que ça fait vivre beaucoup de gens. Je trouve que c'est aussi très bien de le mettre en valeur et de regarder ces VF, parce que s'il y en avait plus, il y aurait beaucoup de gens qui seraient au chômage. Voilà. Ouais, pour moi ce serait quand même une première vie. Après ça dépend complètement des films également. Si je sais qu'il y a un film avec, je sais pas,
avec Arnold Schwarzenegger, avec Tom Cruise. C'est des voix que j'aime beaucoup, donc ou DiCaprio, la voix française de DiCaprio, même s'il y a eu par exemple un changement pour Inception, parce que la voix faisait pas assez adulte mûr, la voix officielle de DiCaprio. Alors je sais pas pour le Loup de Wall Street si la VF quelle ils ont pris, enfin je le regarderai de toute façon le Loup de Wall Street, mais voilà, c'est aussi amusant. Non mais faut pas voir ça comme quelque chose de mal, mais je trouve ça vachement amusant de voir que par exemple Patrick Poivet faisait avant la voix de Tom Cruise, alors que maintenant il fait la voix de Bruce Willis. Voilà, je sais pas si j'ai répondu clairement les raisons pour lesquelles je regarde plutôt en VF, mais je ne suis pas du tout renfermé à la VO, hein. J'aime bien la VO aussi. Ça permet de voir toutes les nuances au niveau du jeu d'acteur, les intensités qui ne sont pas du tout les mêmes, bien sûr. Même si des fois, en VF, c'est plus violent qu'en VO. C'est amusant, ça d'ailleurs. Mais oui, je suis plutôt VF pour un premier visionnage et après pour un deuxième ou pour d'autres choses en VO. Sauf les Disney, bien entendu. Ensuite, alors là, gros pavé, j'aimerais savoir ce que tu penses de Tim Burton. Je trouve que c'est un excellent représentant de l'expressionnisme allemand actuel, mais sans le contexte politique, parce que le cinéma expressionniste allemand, c'était un cinéma politique, un mouvement politique, avant d'être artistique. Là, s'il a juste retiré l'esthétique, c'est bien, mais ça va en décrescendo. J'avais été très déçu par Dark Shadows. Je le mets pas du tout dans la lumière, je trouve que c'est quelqu'un qui ressasse les mêmes choses, enfin les mêmes univers, voilà, et qui essaye pas de le creuser sous un autre angle, enfin, à chaque fois ses films sont différents, hein, mais il se répète d'une façon qui est un petit peu désagréable. On a l'impression de voir le même film, et quand il essaye de faire justement autre chose, comme Alice au Pays des Merveilles, là, mais Alice au Pays des Merveilles, c'est de Burton, mais c'était le viol. Oh, le viol. Mais le début était bien. Quand elle est là dans la réception dans le jardin et tout d'un coup qu'elle voit le lapin pendant qu'il y a l'autre qui fait sa déclaration, c'était pas mal. Et puis tout d'un coup, ça devient terrifiant. Mais c'est terrifiant. Je manque de porte d'analyse pour ce film-là parce que quand j'ai vu ça, je l'ai pris comme, on va dire, une suite au film de Disney. C'était d'une violence ce que j'ai reçu. Alors, avec ce truc déchiqué à la fin avec le Jabberwocky, je crois que c'est l'espèce de dragon là. Oh là 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 là. C'était de la merde. J'étais déçu. J'ai pas compris pourquoi il avait fait $1 milliard ce film. Mais non, mais... Et ils veulent faire une suite en plus. Une suite. Oh là là. Bref. Tim Burton, il a fait des trucs très très chouettes. Moi, j'ai beaucoup aimé La Planète des Singes pour tous ces costumes là, c'était vachement bien. Sleepy Hollow, j'ai bien aimé. Sweeney Todd, j'étais allé le voir au cinéma carrément parce que je trouvais ça énorme. Le fait de faire un truc assez violent, assez gore avec la comédie musicale, faut quand même le faire. C'est un mélange qui est passionnant. Voilà, ça c'est un truc où on essaye de chercher un machin qui n'a pas été fait, une espèce de limite, voilà, qu'il faut repousser. Mais il oscille, Tim Burton. C'était n'importe quoi, le Mars Attack. Bon, après, j'étais trop jeune peut-être pour comprendre l'enjeu social dépeint par Tim Burton, la critique sociale de Tim Burton, qui est présente dans tous ses films d'ailleurs, mais là, c'était particulièrement voyant, et moi, c'était juste effrayant. Pour moi, j'aimais pas du tout Mars Attack. Donc voilà, mais encore une fois, voilà, j'aimais pas Mars Attack et Ed Wood, mais j'ai adoré les Batman le défi, mais c'est un film formidable, Batman le défi. Ah là là, quel rôle il a Danny DeVito dans ce film-là, franchement. Mais voilà, il oscille. Ensuite, par contre, celui qui fait un parcours formidable, c'est Tom Hanks, quelle classe! Et en plus, là, Captain Phillips, oh putain, juste après, il fait Walt Disney. Enfin, ouais, là, ça, c'est l'acteur qui peut changer de peau, qui a une puissance dans le travail de faire des compositions si différentes. Je crois que Tom Hanks, c'est peut-être le meilleur représentant de l'acteur qui change de peau. Quoique Christian Bale, il s'y met aussi pas mal, hein. Il est assez bon, hein, mais Tom Hanks, mais franchement, ça, c'est un grand acteur américain qui a vraiment un talent monstrueux. Moi, je suis vraiment en admiration pour la diversité des rôles, et même il va au-delà, ce mec-là. Ce qu'il a fait de la performance capture pour Zemeckis quand il a fait le Pôle Express, là. Je crois que Tom Hanks a joué une affaire de 6 ou 7 rôles, je sais plus combien, mais voilà, c'est même quelqu'un qui se dit que c'est une expérience de faire avec
le nouvel outil numérique, c'est pas quelqu'un qui est traditionnaliste et réfractaire à tout l'outil numérique. Donc ça, je trouve ça formidable hein, aussi. Quelqu'un qui d'une ouverture d'esprit. Je crois que c'est un des acteurs qui a le plus rapporté à Hollywood, Tom Hanks. Voilà, c'est quelqu'un qui est suivi et aimé par beaucoup de gens. Moi, je lui souhaite vraiment de faire encore des superbes rôles et de continuer jusqu'à la fin et de peut-être encore avoir un Oscar. Enfin, vraiment, je souhaite vraiment beaucoup. Il a été nominé pour les Golden Globes, meilleur acteur pour Captain Phillips. Donc peut-être il va avoir une nomination aux Oscars. Moi, je le souhaite vraiment. C'est vraiment un mec qui est formidable. Ça, c'est quelqu'un qui méritait d'être acteur. Vraiment. Hein. Et l'autre à côté, là, que tu me dis, là, Johnny Depp. Mais c'est un monstre, ce mec. Il est revenu de loin, de ce que j'avais lu. Et il fait aussi des rôles... comment dire, de mec efféminé. Non, mais de mec un peu foufou, quoi. Là, il est dans le premier film de Sister, là, le Transcendance. Il va jouer le rôle d'un ordinateur. J'ai hâte de voir. Il se répète peut-être un petit peu. Là, je pense à Lone Ranger et Pirates des Caraïbes. Mais bon, faut dire que Pirates des Caraïbes, c'était un espèce de renouveau éclatant pour l'acteur. C'est maintenant le rôle pour lequel il demande un max de pognon. Mais vraiment, c'est là où on se rend compte aussi que c'est un mec complètement avide de pognon. Hein. C'est greed, vraiment greed. La peau d'avidité. Mais oui, j'aime assez Johnny Depp, il a un visage... D'ailleurs, en parlant de visage, je connais quelqu'un, c'est Johnny Depp au féminin. Voilà, il y a des émules dans la vie. Non mais ouais, j'aime assez cet acteur. Johnny Depp, il devrait jouer un rôle d'un méchant. Voilà, alors c'est peut-être Transcendance, où il jouera un rôle de méchant, mais pas totalement, puisqu'on le voit pas en vrai. Mais Johnny Depp, je pense qu'il devrait jouer le rôle d'un méchant, je crois que ça lui ferait beaucoup de bien. Comme DiCaprio dans le film de Tarantino. Alors Tarantino, là, c'est des prochains sujets de Tarantino. Je trouve que c'est franchement chiant ce qu'il fait. Honnêtement, je veux dire... Le film cool, voilà, je crois que c'est presque Tarantino qui a créé cette tendance, le film cool, plein de références, bourré de références, à un tel point qu'on a l'impression que ce film, c'est pas lui qui l'a fait, c'est juste des copier-coller de plein de choses. Beaucoup sur les dialogues, quand on connaît pas ou on ne saisit pas toute la moquerie, la parodie, l'aspect cool des dialogues, on s'emmerde, et moi je me suis terriblement emmerdé devant Django Unchained, ou d'autres même... qu'est-ce qu'il y avait comme film que j'avais pas trop aimé? Là, Jackie Brown. Oh là là, Jackie Brown. Oh, qu'est-ce que c'était chiant, Jackie Brown. Et Pulp Fiction aussi, hein. Je veux dire, les Kill Bill, j'ai bien aimé. Avec l'espèce de maître qui a une longue barbe, là. C'est tous ces vieux films de Kung Fu, là, de Shaolin, je sais plus quoi, là. Mais ouais, j'ai Kill Bill, j'avais apprécié les deux, hein, vraiment les deux. Mais il y a beaucoup de films de Tarantino. Qu'est-ce que je me suis emmerdé. Franchement, et pourtant, il y a une forme vraiment qui est très très forte. Il y a de la mise en scène, mais vraiment très voyante même. Ça, j'aime beaucoup. Il y a des histoires qu'il fait en fait. C'est ça. C'est les scénarios. J'ai beaucoup de mal. C'est des successions de scénettes qui ne se forment pas forcément à tout. C'est des tripes de réal. Enfin, c'est très séduisant ces idées de trip de réal. On va faire un trip sur un mec qui écrase les gens et tout ça. Et hop, avec quelques trucs en plus, ça donne le boulevard de la mort. Et en même temps on te met toutes les références qu'on veut parce qu'on s'en fout, parce que les Américains ils sont tellement... Il n'y a plus de complexe, c'est les Américains, ils font tout ce qu'ils veulent. Chez nous en France on est oh là là, on peut pas citer parce que sinon on va nous traiter de copieurs. Mais aux États-Unis ils s'en foutent, le mec il fait tellement ça que c'est devenu sa marque de fabrique et les gens viennent voir ses films pour ça. C'est bien, moi j'aime bien comme ça quand je reconnais des petites choses, des choses subtiles des fois. Mais autrement, moi franchement, je n'ai pas d'intérêt à regarder des trucs pareils. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Tarantino ne m'intéresse pas. Est-ce que je suis allé voir un de ses films au cinéma? Je me pose la question. Ouais, je crois que je suis pas allé voir de... Si, je crois que j'étais allé voir Kill Bill 2 au cinéma. Celui-là, je crois que je l'ai vu au cinéma, le deuxième. Je sais plus dans lequel il y a le... Je crois que c'était le deuxième. Mais autrement, j'ai vu aucun de ses films au cinéma. J'ai vu que par la suite. Et d'ailleurs, son copain Rodriguez, c'est la même chose. Hein. Sauf que Rodriguez, il est encore plus fou. Mais moi, je suis pas dans le trip. Voilà. C'est un réalisateur de trip. Je suis pas dans le trip. Tout simplement. Si je comprenais, j'avais cette idée, cette mentalité, parce que Tarantino, c'est aussi une mentalité, qu'on l'entend parler et tout ça. Je suis sûr que j'aimerais, mais
je prends pas de plaisir à regarder des films de Tarantino. Je les regarde parce que c'est des films qui sont importants, parce que ce mec est important. Ça sert à rien de le nier, c'est un mec vraiment très important. Mais je ne suis pas séduit par le contenu scénaristique, l'histoire et les dialogues de ces films-là. Que penses-tu de... vraiment, c'est toute la clique. Hein. Enfin, pas toute la clique. Je dis pas qu'ils sont forcément liés, mais... Quoi qu'il faudrait trouver un lien entre Tim Burton, Tom Hanks, Johnny Depp, Quentin Tarantino, Christophe Waltz. Franchement, je connais très peu cet acteur. Mis à part dans les films de Tarantino, je ne connais pas du tout cet acteur. Je peux rien dire dessus. Hein. Mis à part le Dr. Schutz et l'espèce de SS, mais j'ai rien vu. Je crois que j'ai rien vu d'autre. Alors... Ouais, Christophe Waltz... sans plus. Non, j'ai pas d'avis. Ça veut dire que j'ai pas d'avis négatif ou d'avis positif. C'est un mec neutre. Quoique j'ai quand même aimé ses prestations dans les films de Tarantino. Hein. Donc, mon avis est plutôt positif. Je trouve que c'est très bien. Alors, je crois qu'il a un rôle dans le prochain Pirates des Caraïbes. À voir. Voilà. Alors, la connexion entre tous ces acteurs et le dernier qui est Louis de Funès. Alors, Louis de Funès, c'est un monstre qui est complètement sinistre. Enfin, quand vous cherchez un peu des choses sur lui, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui était assez sinistre, assez glauque. Enfin, pas glauque, non, c'est trop fort. Qui ne se marrait pas beaucoup, qui avait envie terriblement de faire marrer les autres, mais alors lui, il se marrait pas vraiment des masses. Il a un charisme physique de dingue. Pourtant, il est tout petit et maigre, hein, et vieux en plus. Ouais, il a commencé sa carrière vachement tard en plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui était très perturbé parce que il voulait vraiment faire rire les gens. Absolument. C'était son but premier. Et il déprimait quand il n'y arrivait pas. C'est pour ça que je crois que c'était pour Oscar. Il avait demandé à ce que un public vienne pendant le tournage pour qu'il fasse ses répliques pour voir si le public se marrait. Alors imaginez le preneur de son qui devenait fou parce que les gens devaient se marrer et lui devait prendre le son. Donc c'était franchement le bordel quoi. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un de vachement dur, mais quelle puissance comique. Ça, c'est de l'acteur comique. Hein. C'est pas de la gnognotte. Hein. Je sais pas, t'aurais pu prendre n'importe qui d'autre, mais t'as pris ces noms-là. Pour moi, j'ai l'impression que tu voulais m'indiquer quelque chose avec cette suite de noms. Alors, est-ce que tu avais une idée derrière la tête en me proposant Tim Burton, Tom Hanks, Johnny Depp, Louis de Funès, Quentin Tarantino et Christophe Waltz? Parce que moi, je vois pas la logique. Alors, je suis certain qu'il y en a aucune. Mais moi, je me dis, il y a peut-être une logique mystérieuse derrière. Ensuite, que penses-tu du rachat de LucasArts par Disney? Alors ça, je vais pas répondre à cette question parce que j'y avais déjà répondu lors de la dernière FAQ. C'est la 4e partie. Regarde dans la description de la vidéo. J'ai normalement mis le timecode où j'en parle. Alors ensuite, mon cher Clems, tu n'as pas terminé. Alors, il veut mon avis sur de nombreuses suites à venir. Alors, je vais prendre dans l'ordre, en tout cas sur ceux que tu m'as cités. Jurassic Park 4, je crois que ce sera Jurassic World. Alors franchement, je crois que ça va être la suite trop. Je me demande vraiment ce qu'ils vont en faire en fait là-dedans. La tendance dinosaure est clairement retombée. On sait qu'il y a des dinosaures plus grands que le tyrannosaure, donc je sais pas du tout ce qu'ils vont faire parce que le tyrannosaure, il a beau être une icône, c'est plus du tout le plus grand prédateur, tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est presque intriguant et intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour remonter le niveau. Donc voilà, je sais même pas si ça va être produit par Spielberg, enfin franchement ça a l'air d'être mal parti. Alors Independence Day 2, ça dépend complètement s'ils vont réutiliser les mêmes techniques que pour le premier, c'est-à-dire des immenses maquettes. Moi j'aimerais beaucoup ça. Franchement je m'y attendais pas du tout. Le premier avait ultra bien marché, il avait je crois fait 700 millions ou 800 millions alors qu'il a été fait juste avec 70 millions de dollars. Donc franchement énorme succès. Le deuxième pourquoi pas. Moi j'ai beaucoup aimé ces aliens-là, j'ai envie de les revoir, donc on joue sur ça, on joue sur des nostalgies, c'est exactement la même chose, c'est toute la clique, hein. Jurassic Park 4, Independence Day 2 et le Star Wars, pour de l'argent parce que John Carter n'a pas marché, bien entendu, pensez pas que c'est juste comme ça pour faire plaisir aux fans, c'est parce que leur John Carter qui devait être une sorte de Star Wars, hein, c'est-à-dire adapter tous les livres, hein, et ben ça n'a pas du tout marché, donc ils ont mis... en suspens total John Carter deuxième et c'est pour ça le Andrew Stanton là qui a tellement honte d'avoir complètement foiré John Carter, en tout cas en termes de blockbuster qui leur rapportait de l'argent, hein. Le film est bien mais ça n'a pas marché quoi. Eh bien le mec il a dit oh j'ai raté mon film live, oh là là, alors je vais revenir dans les fonds des mers et faire le monde de Nemo 2, je crois que ce sera le monde de Dory. Ben voilà, c'est le mec qui revient vers ce vers quoi il était bon.
parce qu'il a honte de ce qu'il a fait en action live. Donc franchement c'est un peu minable quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Star Wars 7? Il faut voir les premières images, ça pourrait être séduisant. J. Abrams, c'était un bon choix quand même, c'était un bon choix, les Star Trek étaient vraiment bien, donc peut-être que Star Wars sera bien, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les forces du mal sont morts, il n'y a plus de Sith, l'empereur est mort, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme enjeu dramatique? Franchement, j'attends les premières images. Si je suis pas séduit, j'irai quand même le voir. J'irai quand même le voir parce que c'est tellement énorme Star Wars. Et surtout, si de nouveau tu entends, surtout qu'ils ont repris John Williams à la musique, et dès que tu verras les premières phrases, dans une galaxie très lointaine, et après le thème, et ça tout le monde va hurler dans la salle de cinéma, j'en suis persuadé, hein, parce que c'est tellement ancré dans la culture, dans presque l'éducation, de la conscience populaire, franchement ça va être énorme quoi. Alors ensuite, justement j'en parlais de Alice 2 là, la suite, ça c'est de la merde, ça je vous dis tout de suite, ça va être de la merde. Le film ça va sûrement marcher du tonnerre et tout ça, mais ça va être de la merde, voilà, voilà. De la merde. De la merde. Moi j'ai hâte qu'ils sortent le plus tard possible en fait. Pirates des Caraïbes 5, alors j'ai pas du tout aimé le 4, je n'ai pas aimé le 4, voilà. Je reviendrai sur la trilogie des Pirates des Caraïbes. Par contre le 4, il se termine sur un truc énorme, mais énorme, je vous dis pas ce que c'est, mais moi je me suis dit, voilà, c'est énorme. Alors moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le 5, surtout que les réals, je crois que c'est des Norvégiens, qui ont fait un très beau film sur la mer, là, qui a été je crois nominé aux Golden Globes. À voir vraiment, je pense que ça pourrait être très séduisant. Fast and Furious 7, alors là ça va être un gros bordel avec le Paul Walker. Ce qu'il devrait faire en fait, c'est un peu con, mais il devrait faire un masque de Paul Walker, le coller sur le visage d'un doubleur physique, comme ça on aurait un Paul Walker virtuel. Et oui, mais ça sert à ça cette technique, ce qu'on voit dans Terminator 4 là avec Schwarzenegger, alors que le mec il était même pas au générique, c'est un Schwarzenegger virtuel avec un masque virtuel. Franchement on devrait le faire ça pour Fast and Furious 7. Ça c'est de la technique qui est vraiment utilisée. Bien sûr c'est un peu prendre les fans pour des cons, mais en attendant Paul Walker il sera quand même là quoi, à titre posthume bien entendu, et ça permettra quand même de pas virer toutes les scènes qu'ils ont déjà tournées. Alors là ils sont en train de faire un ravalement de façade total, on sait pas s'il va être dedans. Alors, un jour ils disent c'est bon il va être dedans, après l'autre jour ils disent ah non finalement il est plus là, enfin, il faudrait savoir quoi. Tout simplement. Tous ces films ce sont des suites, et la question que tu te poses par la suite, ce sera ta dernière question, que penses-tu toutes ces suites? Faut-il savoir s'arrêter, ou au contraire faut-il exploiter une saga tant qu'elle a du succès? Alors déjà Jurassic Park il a plus de succès parce que ça fait tellement longtemps, on jouera juste sur la nostalgie et ça ne suffit pas. Ça dépend vraiment si l'univers est vaste. Je veux dire, Pirates des Caraïbes, il y a tellement de trucs, tellement de légendes marines qui restent à exploiter. Moby Dick, le triangle des Bermudes, il y a plein de trucs encore que Pirates des Caraïbes peuvent exploiter, nous les servir sur un plateau d'argent spectaculaire. Franchement, Pirates des Caraïbes, ils pourraient en faire encore plein, mais il faut que Johnny Depp soit dedans. C'est pour ça que le mec, il demande un max, je crois 50 millions de dollars par film. C'est un truc de fou, voilà, c'est un truc de fou. Fast and Furious 7, si ça s'arrêtait maintenant, ça me gênerait pas, parce que même le dernier, hein, ok j'ai regardé, mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Ça me pose un problème quand même. Hein. Les Américains, ils sont vraiment dans une logique d'argent. Hein. Ils sont pas dans une logique thématique ou de fans ou tout ça, où ils sont rares. Hein. Les producteurs, ils veulent que le film rapporte. On joue sur la nostalgie, comme Independence Day, Star Wars, Jurassic Park. Le Monde de Nemo 2, le premier, il avait fait un super score au box-office. Et de même que Alice au Pays des Merveilles. Donc ce n'est même pas... il faut savoir s'arrêter, c'est juste une logique d'argent, et si ça marche, on continue, point barre, et on fait en sorte de faire un scénario pour que ça continue. Donc tu vois, c'est pas une logique d'un auteur, tu vois, on n'est pas dans une logique d'auteur aux États-Unis. Hein. L'auteur, il contrôle à peu près son œuvre, à peu près, je dis bien, et s'il décide de faire une suite, il va la faire, et s'il décide que non, on passe à autre chose, on fait autre chose. C'est le cinéma gouverné par l'argent. Oui, c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Je veux dire, c'est une logique, mais de côté, le contrôle du réalisateur. Et des fois, justement, les producteurs sont aussi les réalisateurs, donc là, bien sûr, ça aide. Je veux dire, quand Nolan, il a terminé Inception, je vois mal Nolan faire Inception 2. Surtout au vu du bonhomme, c'est un mec ultra traditionnaliste, hein, Nolan. C'est pour ça qu'il veut tourner encore en pellicule. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment une logique d'auteur aux États-Unis. Et c'est un mec maintenant extrêmement influent à Hollywood. C'est quelqu'un de très puissant et surtout quelqu'un qui a le vent en poupe.
Les gens aiment beaucoup Nolan en ce moment. Il a fait Inception qui restera comme ça, il n'y aura pas de suite, point final. D'ailleurs, c'est ce qu'ils auraient dû faire pour Avatar. Là, James Cameron, il a tellement été surpris, je crois, du succès qu'il veut faire des suites. Et je crois que c'est déjà en cours, enfin, il veut faire de la motion capture dans l'eau, enfin, un truc de malade. Moi, j'ai hâte aussi de voir ce film-là. Il y a aussi un machin complètement obscur que veulent faire les Chinois, une espèce d'avatar chinois sous l'eau. Je crois que le titre actuel, c'est... Empire of the Deep ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a une bande-annonce qui circule, mais je sais pas du tout où en est ce projet. Moi, je voudrais bien voir ce que ça donne. C'est pas du tout en rapport avec la question. Voilà, il y a ces films qui sont presque des légendes urbaines dans le cinéma, dont on trouve quelques traces sur Internet. C'est formidable, je trouve, ces idées-là. Mais ouais, pour répondre plus clairement à ta question, les Américains, ils se posent pas la question. Logique commercial, parce que c'est un cinéma commercial. Après, moi, ce que j'en pense, si je devais prendre des décisions, si l'univers offre encore, bon, même si l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, bien sûr, offre encore plein de choses, mais franchement, un viol de l'univers, Alice au Pays des Merveilles. Donc, enfin, pour moi, bien sûr, pour moi, il y en a qui ont trouvé ce film formidable, c'est un film sur l'adolescence et tout ça, voilà. S'il y a encore des choses à dire, je pense surtout aux Pirates des Caraïbes, tellement de choses encore qu'on voudrait voir, qu'ils vont pas s'arrêter là, et je les en remercie presque. Donc voilà, j'espère avoir répondu correctement à tes questions. Voilà, n'hésite pas à commenter, en tout cas je te remercie. Je vais passer aux questions de The Marine 22340 qui me suit depuis un petit moment, depuis YouTube, et qui m'a posé plein de questions. Alors la première de ces questions: as-tu vu le film Le 7e Saut et qu'en as-tu pensé? Alors je l'ai vu qu'une seule fois, c'était au cinéma. Je me rappelle m'être bien endormi, je crois. Ouais, c'était un petit peu dur à regarder ce film-là. Un vieux film, je crois bien, sûrement des années 50, de Bergman, d'Ingmar Bergman. J'ai pas vu assez de Bergman. Je crois que ça, c'est le point faible, parce que justement, encore une fois, je n'arrive pas à avoir des portes d'ouverture claires au niveau de son esthétique, de sa façon de voir, de sa culture et tout ça, ce qui me permettrait de complètement savourer le film. Alors je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé tous les passages où il joue avec la mort, j'ai adoré, mais autrement c'était très lent, j'ai du mal à rentrer dedans. Donc je pense qu'il nécessite aussi un travail de recherche qui me feront après savourer le film davantage. C'est souvent comme ça pour des films, voilà, je sais pas trop quoi en penser et tout ça, j'ai besoin de me documenter. Pour progressivement apprécier le travail du réalisateur. Mais au-delà de ça, je conseille ce film absolument. Ensuite, serait-il possible de faire une analyse de ce film et aussi pourquoi pas de Cloud Atlas? Alors, une analyse de séquence de ce film, ce serait possible. Surtout que je pense que ce serait dans ce cas-là une analyse de la séquence où il joue avec la mort, peut-être la première apparition de la mort, un truc comme ça. Il faudrait que je revoie le film en fait, et que je me documente par la même occasion. Ça c'est possible. Par contre, Cloud Atlas, c'est pas la même histoire, hein. Même si je veux être monteur et que Cloud Atlas c'est très bien pour le montage, c'est extrêmement compliqué Cloud Atlas. Surtout si, bien sûr, je pourrais faire mon petit joueur et analyser qu'une petite partie, un fragment de l'histoire, comme si c'était une séquence individuelle, mais en fait elle est en interaction avec d'autres séquences, donc c'est extrêmement compliqué là ce que tu me proposes. Je ne dirais pas non au 7e saut, c'est possible, je sens que ça peut être dans mes cordes, mais Cloud Atlas, j'ai besoin de plus de temps, faudrait que je le revoie, j'ai vu qu'une seule fois, hein. Il faudrait que je le revoie et que je vois comment je peux attaquer le truc, que je m'informe, que je me renseigne, que je lise des interviews, que je vois aussi ce qu'a fait le monteur avant. Cloud Atlas, bien sûr, c'est aussi en collaboration avec les réalisateurs, mais Cloud Atlas a un statut tout à fait particulier au niveau du montage. Truc de fou, il n'a pas été nominé pour les Golden Globes ou Oscars, ça c'est n'importe quoi. Ensuite, troisième question, j'aime énormément les films de science-fiction abordant une réflexion sur l'être humain, une vision du monde futuriste, utopique, pouvant parfois pointer du doigt les points négatifs entraînant les conséquences diverses. Connais-tu des films ou romans du même registre, pointant du doigt des points négatifs entraînant des conséquences diverses? C'est un peu flou la formulation, mais quand tu dis de vision utopique et tout ça, tu veux dire de société future qui mettrait en exergue les problèmes de maintenant? Parce que quand je lis comme ça ta question, j'ai l'impression que c'est ça que tu me demandes. Et il y en a plein, hein. Je veux dire là, je sais même plus si c'est en 2013, mais on avait Upside Down qui était tout à fait dans la même optique. Quand ils avaient sorti Daybreakers, là avec les vampires qui s'entretuent.
il y a Clone, enfin là je suis devant ma liste de films, mais je pourrais tous les citer, mais bon ça n'a pas grand intérêt. Mais oui, mais enfin régulièrement le cinéma de science-fiction nous propose des sociétés utopiques pour nous montrer les déviances de sociétés d'aujourd'hui, avec qu'est-ce que ça donne si on continue à travailler ce culte de l'avatar. Eh bien ça va devenir comme dans Clone, je crois que le titre anglais c'est Surrogates, avec Bruce Willis qui est tout beau tout propre avec une super perruque et tout ça, et le vrai Bruce Willis il est dans un appartement, il est gros, il a des cheveux partout, il est mal rasé, enfin même il a une énorme barbe je crois, voilà, et lui il sort plus de chez lui. Donc ouais, on a toujours été comme ça, hein. Enfin le cinéma a toujours proposé quelque chose comme ça, hein. Je veux dire Metropolis, voilà, 1927, il proposait déjà les immeubles gigantesques qu'on a maintenant un peu partout, et les riches qui sont riches et les pauvres qui sont pauvres. Donc je veux dire, ça a toujours été comme ça, hein. Je suis surpris que tu poses la question. Il y en a régulièrement. Donc ce n'est pas un genre qui se perdra. À mon avis, après il y a plusieurs types, il y a aussi ce qu'on appelle les films de post-apocalyptique qui sont plus sur les sentiments humains et l'instinct de survie, là, le livre d'Élise, Road, des trucs comme ça. On est bien fourni en science-fiction, c'est très critique. Après, au niveau des romans, alors là, il faut pas me demander des trucs de livres parce que moi, je lis pas. Je ne lis pas, tout simplement. Je devrais lire, hein, bien sûr, je devrais lire. Mais je juste préfère regarder des films que lire. C'est un problème chez moi, mais c'est comme ça en attendant. Mais je pense que ça viendra à un moment, et puis voilà, quoi. J'espère avoir répondu à ta question parce qu'elle est un petit peu bizarre. Elle est mal tournée, je pense, ta question. J'ai pas saisi le cloisonnement de ta question. C'est pour ça que je sais pas exactement où je dois aller. J'aime bien les couloirs, les questions couloirs qui ramènent à une chambre où je vois les limites de ma réponse. Ça, c'est agréable à entendre. Par exemple, voilà, ta question suivante. Quelles sont les affiches de films qui, pour toi, structurent, symbolisent parfaitement le film dans son ensemble, qui, par exemple, méritent d'être exposées sur un mur? Je sais pas si tu savais, mais moi, je collectionne toutes les affiches, bien sûr en numérique, hein. Je collectionne toutes les affiches des films que j'ai vus. Voilà, donc j'en ai un sacré paquet là dans mes dossiers. Le faire une affiche de film, c'est très important parce que c'est souvent le premier contact qu'on va avoir avec le film. Aujourd'hui, avec les outils numériques, cette conception de design qu'on a de plus en plus, on est nourri par la publicité, on fait des affiches magnifiques, mais également des affiches créées par des gens qui ont fait des écoles d'art, qui ont eu en tête beaucoup de tableaux. Et là, je pense à un exemple qui est assez saisissant. Alors, Star Trek de J.J. Abrams, il y en a eu 2. Dans le deuxième, il y a une affiche, voilà, celle-ci, c'est une affiche qui est, comme on disait souvent, évoque le 11 septembre, mais c'est également une affiche qui, moi, m'a fait penser à un tableau. Ça, c'était fou, parce qu'il y avait une personne qui me disait, ça lui faisait penser à quelque chose. On a fait la recherche ensemble, et il se trouve que c'est, je pense, inspiré d'un tableau de Gaspard David Friedrich de 1818, Wanderer Above the Sea and Fog. C'est voilà, un tableau dans la posture, c'est exactement la même chose. Donc les affiches, je pense, sont des fois nourries par d'autres affiches, les affiches de l'époque, c'est-à-dire les peintures. L'affiche de Godzilla, le reboot de 2014, et c'est magnifique, les affiches qu'on fait maintenant. Très sobre et en même temps très très bien composé avec cette espèce de griffe rouge qui déchire le ciel, tout en montrant aussi la différence de taille. Je pense que quand on voit des affiches, ça doit nous indiquer des choses dans le film. De quoi ça va nous parler? Quand une affiche est bien faite, je pense qu'on peut avoir des informations sur ce que va être le film, le contexte, qu'est-ce qui va se passer, la star qu'il va y avoir dans le film. Par exemple, cette affiche-là, je crois que c'est Chute libre, je crois que c'est ce titre-là en français, avec Michael Douglas, voilà, qui pète les plombs et il commence à attaquer la société et à foutre le bordel. Et bien sûr, à la critiquer, cette société, c'est le but. Cette affiche, elle nous présente déjà beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà l'acteur principal, qui est dans un costard de bureau, donc on nous indique déjà, on va dire, son statut, c'est quelqu'un qui travaille, mais c'est également quelqu'un qui est muni d'une arme, donc c'est vraiment la représentation, je dirais presque, de l'américain, avec son fusil, sauf que, voilà, mais où
où est-il cet Américain? Eh bien, il est dans un endroit délabré, avec des tags et tout ça, avec derrière la banlieue et le centre de la ville, avec ses immeubles derrière, mais très très loin. Et il regarde hors champ comme ça, avec une analyse de la culture américaine, avec des compétences de sémiologie et d'études de la culture et de l'image, du symbolisme. On peut retrouver tout le contenu du film dans l'affiche, si elle est bien faite. No Country for Old Men, là on a clairement le fantôme du personnage joué par Javier Bardem qui menace le pauvre, je crois que c'est le pauvre Josh Brolin, mais qui menace tout le monde. Donc c'est la figure anonyme, monstrueuse, qui englobe, qui menace la région entière. Donc son ombre, son visage s'étale sur le ciel entier, donc c'est ce principe-là. Et justement, il n'y a aucune échappatoire, c'est la catchphrase de l'affiche, aussi très important les catchphrases, il faut toujours qu'elles aient la classe, quoi. Bien sûr, si on est dans une optique de catchphrase. Par exemple, je me rappelle la catchphrase française de Jack, tueur de géants, c'était « Seriez-vous de taille ?» Mais voilà, on a fait quand même du chemin de ce genre d'affiche à celle-ci. Voilà, La Zona, qui était aussi un film assez intéressant. Là, encore une fois, on a une fragmentation des limites, des barrières entre les différents personnages et différentes strates. C'est un quartier résidentiel qui est protégé par des barrières et tout ça. Et il y a des petits branleurs qui sont passés au travers de ces barrières. Et du coup, les résidents vont faire de l'autodéfense. Donc voilà, on a cette idée de quartier, de zone sécurisée en rouge, voilà. Bien sûr, rouge, bien sûr, la couleur de la violence et du sang, dans lequel les humains avec leurs sentiments sont encore représentés avec leur véritable couleur. Il y a des choses, quand on regarde l'affiche, avec une lecture occidentale, si le film est occidental, l'affiche a été faite par des occidentaux, et donc nous avons une lecture qui peut nous donner des informations sur le film. Si je prends, voilà, encore une autre affiche, La Vague, inspirée de faits réels. Nous avons le logo, comme le truc nazi et tout ça, et nous avons un chef. Alors là, c'est clairement une référence, je pense, à des photographies de Hitler devant sa foule, voilà. C'est ce qui se passe. Et bien sûr, nous avons la catchphrase au-dessus, et c'est ultra classique. Et ça marche bien, ça nous montre qu'est-ce qu'il va y avoir dans le film, quelle est la teinte du film. Voilà, on nous donne beaucoup d'indications, mais c'est avant tout pour nous donner les informations. Parce que là, bien sûr, ça a été fait avec les photos du film, du montage et tout ça, mais graphiquement, maintenant on arrive à des choses, c'est souvent les blockbusters qui proposent des affiches les plus fines, j'ai envie de dire, et donc éventuellement celles qui sont plus amènes à être exposées. Mais étant donné que c'est un travail artistique à des fins très très commerciales, je doute qu'on ait, pour revenir un peu à ta question quand même, hein, parce que là j'ai fait une longue digression, je doute que ce soit très intéressant pour l'instant d'en faire une exposition. On pourrait, mis à part voir de belles images qu'on peut avoir en excellente résolution sur internet, je ne vois pas trop l'intérêt. Il faudrait que ça soit accompagné de quelque chose, vraiment de quelqu'un qui a travaillé sur l'historique des affiches de films et tout ça. Maintenant que j'y pense, si ça vous intéresse que je vous parle d'affiches de films, ça je peux faire, et je pense que c'est quelque chose que je peux faire indépendamment des critiques ou d'analyses, hein. Je peux vous faire des petites, de rapides émissions pour vous parler de certaines affiches de films régulièrement. Si ça vous intéresse, moi je peux le faire, hein. On essaye de décrypter, en même temps je peux donner mon avis sur le film rapidement. On pourrait faire ça pourrait être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça pourrait vous plaire de faire ça. De toute façon, moi j'aime bien, j'ai collectionné les affiches, c'est pas juste le titre du film, c'est que je trouve que les affiches peuvent être super sympas. Donc, en plus, il y a des affiches, c'est n'importe quoi, enfin. Mais voilà, si ça vous intéresse qu'on parle un peu des affiches de films, parce que c'est vrai, on n'en parle pas souvent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi, je serais très intéressé d'avoir vos avis. Après, tu sais, j'ai tellement collectionné les affiches de films que c'est un peu difficile comme ça de te dire quelles sont les quelques affiches qui méritent d'être exposées. C'est quand même une sacrée question que tu me poses là. Mais bien sûr, en regardant toutes ces affiches, je vois bien qu'il y en a qui ont une qualité supérieure au niveau de la recherche, de la composition que d'autres. Ça, c'est bien évident. Bien sûr, ce sont des films récents. Rares sont les anciennes affiches qui valent le coup quand même. Après, bien sûr, c'est la résolution qui pêche par rapport à ce que je peux trouver sur Internet. Voilà, mais tu m'as encore posé une question. Quelles sont les caractéristiques définissant un bon personnage féminin au cinéma? Peux-tu me citer quelques-unes qui te fascinent encore et toujours? Alors bon, les personnages féminins, je me suis pas trop posé la question. Ça dépend dans quel registre.
Il y a le personnage féminin qui est là pour faire l'intrigue amoureuse, et sexy et tout ça. Et il y en a qui font très très bien ce rôle-là. Le rôle a été composé dans cette optique-là et le rôle est pleinement et très très bien joué dans cette optique. Moi je pense par exemple à Cameron Diaz dans The Mask. Voilà, c'est absolument bien fait comme rôle. Bien sûr, c'est très réducteur parce que c'est vraiment la greluche qui... Voilà, enfin la greluche, non, mais dans le rôle qu'on lui a assigné, elle joue très très bien. Ça dépend complètement, hein. Je ne parle pas forcément... Quand tu dis les caractéristiques qui définissent un bon personnage féminin, mais un bon personnage féminin, qu'est-ce que c'est? Moi, je pourrais te parler de Vera Drake, qui est une vieille femme qui aide des jeunes femmes qui ne veulent pas accoucher à enlever le bébé, on va dire, avec une technique juste horrible. Est-ce que ça c'est un bon personnage féminin? Ou Kill Bill, est-ce que c'est un bon personnage féminin? Voilà, c'est des caractéristiques définissant un bon personnage féminin. Après, on est tellement habitué au cliché de la femme au foyer, de la femme bimbo, qu'est-ce que c'est qu'un bon personnage féminin? Ça, c'est la question. Un personnage féminin indépendant qui déteste les hommes, parce que ça, moi je trouve que c'est pas un bon personnage féminin, hein. De mon point de vue d'homme, bien entendu. Ah non, c'est franchement sexiste ce que je viens de dire. Mais ouais, bah, c'est la déformation de Disney, hein, parce que Disney ils sont pas très ouverts. Hein. Mais plus sérieusement, quelle strate, quel personnage féminin tenait... Après, ça dépend des registres, ça dépend des genres. Quand on voit... mais non, mais c'est complètement fou ta question, parce que je peux parler de n'importe quoi. Enfin, ça manque de... Voilà, encore une fois, il aurait fallu un petit couloir là, parce que c'est énorme. Parce que je pourrais parler des personnages féminins dans Seigneur des Anneaux. Voilà. Maintenant, quand je pense au Seigneur des Anneaux, je pense au Silence des Agneaux avec Clarisse. Qui est, je trouve, plus intéressante dans le deuxième, Hannibal, de Ridley Scott, que dans le premier, où c'est vraiment... Mais quoique, dans le deuxième, justement, elle a plus d'expérience, donc elle est plus mûre par rapport à Jodie Foster, qui faisait vraiment la petite étudiante et tout ça, et là, Julianne Moore, elle avait déjà... Je trouve, le fait d'être passé de Jodie Foster à Julianne Moore, c'était une très très bonne transition, parce que je sentais pas la transition... bonne idée de passer de cette actrice à une autre. Ça, c'était très bien. Et ce rôle-là, je trouve très intéressant parce qu'il y a une évolution et rien que concernant le premier. C'est une femme qui va faire ses preuves. Elle essaie vraiment d'aller jusqu'au bout et en même temps, elle est sensible, elle est fragile, elle se laisse manipuler par Hannibal. Hannibal dit dans le deuxième que nous vivons une période mi-sage, mi-sauvage. Il n'y a rien de plus pire que les demi-mesures. Je crois que les demi-mesures, c'est ce qui fait que les rôles sont beaucoup plus intéressants qu'un personnage entier et du coup une caricature puisqu'elle n'est sans nuance. C'est compliqué, je n'ai pas fait de listing, moi je réponds à vos questions directement, je n'ai pas vraiment travaillé vos questions, hein. Mais après il y a des personnages qui sont très très connus, moi je pense à Mulan, mais après ça c'est pas tellement ma culture on va dire, donc c'est très délicat. Et en plus après je risque de faire un méli-mélo avec ce que moi j'apprécie chez une femme, ce qui n'est pas la même chose que ce que j'apprécie en film. Donc il est quand même assez délicat pour moi de te répondre clairement. Il y a des goûts et des couleurs, j'ai vu tellement de films, je pense pas qu'il y ait justement un archétype particulier que j'apprécie ou un type de femme. Il y en a eu sûrement, je veux dire par exemple le Catwoman, moi généralement j'ai bien aimé aussi bien la version de Burton que la version de Nolan, mais quoique je préfère quand même celle de Burton, hein. Mais les femmes un peu bizarres, un peu qui deviennent folles et qui essayent de se contenir, j'aime beaucoup les personnes qui se contiennent en quelque sorte. Je n'ai pas de réponse précise parce que ça nécessite une certaine rétrospective. J'espère que tu m'en voudras pas. En tout cas, je t'aurais déjà brassé 2-3 trucs, mais c'est vachement délicat comme question. C'est très pointu. Là, ça nécessite vraiment un travail avant même de répondre à ta question. Et le but quand même de la FAQ, c'est de vous livrer quelque chose à chaud. Enfin, je pense, hein. Je pense pas que vous vouliez une super vidéo avec le contenu précis et tout ça. La FAQ, c'est justement se libérer des émissions qu'on fait et parler
directement avec les internautes. Donc justement, sans tout un travail de réflexion et tout ça, c'est se livrer à une pensée comme ça qui se déroule au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure qu'on répond à votre question. Donc là, ça nécessite quand même vachement enfin pour moi, hein, je veux dire, pour moi, je me suis pas posé la question autrement, donc c'est vachement difficile de répondre à cette question. J'espère que tu m'en voudras pas de sécher un petit peu sur celle-ci. En tout cas, je te remercie de m'avoir posé toutes ces questions, ça me fait très plaisir. Et voilà, encore une fois, hein, par rapport aux affiches de films, moi ça me trotte dans la tête. Donc voilà, si ça vous intéresse, moi je peux vous faire un truc sur les affiches de films. Hein. Donc voilà, je te remercie en tout cas The Marine de m'avoir posé toutes ces questions. Voilà, c'est terminé pour cette partie-ci. J'espère que ça vous aura plu. Je vais poster quelques critiques et une analyse et après je repasse d'autres parties parce que je pense que faire plus d'un mois avec que des FAQ c'est un petit peu indigeste. Donc voilà, je fais une petite pause critique et analyse et après je réponds à la suite des questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie. Je vous remercie de me suivre, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!